principale présentation de l'étude Rethink Travel par l'agence de conseil Nelly Rodi, représentée aujourd'hui par Julie et Lucille. Battery 80%. Ils sont présents toutes les deux. En introduction, je vais donner 2-3 informations concernant l'association Respire et ensuite je laisserai la parole à Julie et à Lucille. Alors, concernant les activités Respire, donc, toutes les informations concernant l'association sont bien sûr disponibles sur les réseaux sociaux, donc sur notre page Facebook et également sur notre page LinkedIn que vous voyez juste en dessous. On a également un site respire.travel qui est en construction, mais sur ce site, vous pouvez déjà trouver le dossier de presse, la charte et un bulletin d'adhésion également si vous souhaitez adhérer à l'association. Un point très important, comme vous l'avez peut-être vu dans la presse spécialisée, l'association a fait paraître un livre blanc qui est le résultat du travail d'une dizaine de groupes de travail qui sont réunis depuis 4-5 mois. Et le fruit de ce travail, donc, c'est un livre blanc qui est disponible immédiatement, dorénavant, en envoyant un mail à l'adresse contact@respire.travel et puis on vous fera le parvenir. Voilà, c'est un livre blanc d'une 60aine de pages avec une dizaine de thèmes qui ont été abordés par des groupes de travail. Ça va de l'agent de demain au tourisme vertueux en passant par la tourismophobie, les sujets liés à l'emploi, également à la formation, donc c'est très varié. Notre actualité, tous les matins durant le confinement, nous organisons des cafés Respire. Alors, ce sont des Zooms informels. Le lien pour y accéder est sur Facebook. Bon, donc l'idée, c'est entre pros du tourisme, c'est de se réunir et de discuter de différents thèmes et de réseauter. Donc, ce matin, le thème principal a été le Beaujolais. Voilà, un petit peu le type de sujet sur lequel on peut être amené à discuter. Parfois, sur les sujets plus sérieux, mais l'idée, c'est vraiment de discuter informellement. Point suivant, après le Zoom d'aujourd'hui, donc qui va être avec la présentation de Nelly Rodi, la semaine, on essaie d'organiser deux fois par semaine des Zooms. Certains sont réservés à nos adhérents, certains sont ouverts à tous. Donc la semaine prochaine, mardi, on a un Zoom qui est animé par Marie Alantaz, qui est l'ex-directrice de l'école de l'ESCAET, ayant pour thème les enjeux humains dans la sortie de crise. Je pense que ce sera très, très intéressant. Et jeudi prochain, on a un autre Zoom donc, qui sera animé par Nathalie Trichard, qui est une agence de voyage donc, au Havre, et puis moi-même. On va essayer de poser des petits témoignages très modestes sur la force des réseaux pour tenir la clientèle et également un point sur les influenceurs dans nos métiers. Voilà. Dernier point aussi, vous l'avez peut-être vu sur notre page Respire, au mois de mars, nous allons organiser, l'association va organiser les États généraux du tourisme. Et dans ce cadre-là, nous souhaitons faire appel à des bonnes volontés qui seraient intéressés par discuter, partie des groupes de travail, et donc déjà été définis. Et si vous souhaitez donc vous joindre à l'aventure Respire et donc participer, amener votre matière grise, eh bien vous pouvez également envoyer un mail à contact@respire.travel s'il y a des sujets qui vous sont chers et d'autres sur lesquels vous auriez envie de contribuer. Voilà, ça c'est pour les nouvelles. Donc pour aujourd'hui, on va avoir environ 25-30 minutes de présentation par Nelly Rodi. Ensuite, on se gardera un petit temps pour des questions, échanges. Donc là, ce sera intéressant que si vous avez des questions au fur et à mesure, de les indiquer sur le chat. On essaiera de les traiter. Puis on aura également la parole à chacun d'entre vous si vous le souhaitez. Et puis, donc Nelly Rodi, vous discuterons et échangerons avec nous suite à la présentation. Le Zoom sera disponible en replay également. Évidemment, pendant la présentation, n'hésitez pas, surtout, coupez bien vos micros afin de ne pas déranger les autres personnes. Et puis on va y aller. Voilà. Donc, je vais laisser la parole. Voilà.
Merci beaucoup, Eric. Lucille, voilà, ouais, Lucille Alors, peut-être rapidement, avant qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet, on va se présenter rapidement pour ceux qui ne connaissent pas Nelly Rodi. Nous sommes une agence de conseil, comme disait Eric, spécialisée en intelligence business et créative. Donc, on travaille vraiment avec l'ensemble des industries créatives, avec un gros cœur de marques qui sont autour de la mode et du lifestyle. Je pense que c'est intéressant aujourd'hui qu'on échange avec vous parce que nous ne sommes pas nécessairement des experts du voyage. En tout cas, ce n'est pas la majorité des marques ou des groupes qu'on peut accompagner. En revanche, ce qu'on voulait partager avec vous, c'était vraiment notre approche point de vue consommateur. Parce que ce qu'on fait chez Nelly Rodi, que ce soit un repositionnement de marque ou un accompagnement dans la stratégie créative ou stratégie globale de marque, on a toujours un mantra, c'est partir du décryptage sociétal du monde dans lequel on vit et bien évidemment de l'impact que ça va avoir sur nos fameux consommateurs, leur comportement de consommation, leurs attentes. Et du coup, quand on est une marque ou un acteur, en tout cas dans un écosystème, qu'est-ce que ça veut dire demain? Nous, on a été évidemment avec Lucille, on a vraiment voulu ça faisait longtemps qu'on avait envie de prendre la parole sur le monde du voyage. Le monde du voyage qui évidemment englobe toute l'industrie du tourisme, toute l'industrie aussi autour des mobilités. Et évidemment, on ne pouvait pas, dans ce contexte si spécial, ne pas prendre la parole autour de qu'est-ce que pourrait être le voyage de demain et quelles sont les attentes des consommateurs demain. Donc, on a eu cette chance de présenter cette étude en avant-première avec Google, qui nous a partagé aussi de la data au cours de l'étude que nous avons donc menée. Et je tiens à dire juste, avant de passer la parole à Lucille, qu'il y a certainement des choses que vous savez bien évidemment déjà. Vous êtes tous des experts de votre secteur. Nous, on est vraiment ici pour venir un peu ouvrir les chakras, pour prendre de la hauteur et pour vraiment poser le contexte et penser, réfléchir autour des voyageurs d'aujourd'hui et de demain. Lucie, je te laisse la parole. Merci, Julie. Donc déjà, bonjour à tous. Moi, je fais partie, comme le disait Julie, de l'équipe Insight de chez Nelly Rodi, c'est-à-dire l'équipe en charge de ce fameux décryptage sociétal et d'essayer de comprendre vers quoi tout cela tend en termes de comportement de consommation et comment est-ce qu'on peut redescendre ça justement à l'industrie du voyage. Aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est un extrait de notre étude complète Rethink Travel. Pourquoi un extrait? Parce qu'on préférait utiliser ce temps d'échange avec vous pour pouvoir interagir, pour pouvoir vous faire réagir, pour aussi prendre vos questions et échanger autour de votre propre expertise. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit cette étude autour de 3 temps qu'on avait envie de vous présenter aujourd'hui. Déjà, un premier décryptage sociétal parce que plus que jamais, si on veut voir à quoi va ressembler demain, il faut comprendre aussi dans l'écosystème dans lequel on est en train d'évoluer. Ensuite, on s'interrogera sur qu'est-ce que ça veut dire en termes d'évolution justement du rapport au voyage et des nouvelles attentes consommateurs, avant de rentrer un petit peu plus en détail sur l'ébauche de 4 profils de voyageurs et donc de voyages de demain qui pour nous sont intéressants à échanger et à partager avec vous aujourd'hui. Le contexte sociétal. Effectivement, plus que jamais, on ne peut pas dissocier notre rapport au voyage de notre rapport à la société, de notre place aussi individuelle que collective, que l'on soit un citoyen, un consommateur ou une marque, versus effectivement notre écosystème sociétal. La Covid-19 étant effectivement un des freins majeurs aujourd'hui au fait que nous sommes en train de voyager ou au contraire de non voyager. Mais ce qui est intéressant avec la Covid, c'est que non seulement c'est un révélateur de crise sanitaire, bien entendu, mais ça nous emmène sur des questions bien sûr plus environnementales, économiques et identitaires. C'est-à-dire que finalement, quand on parle de voyage, on se rend vite compte que parler voyage, c'est parler de notre rapport à la liberté, c'est de parler de notre rapport à notre identité et c'est parler de notre rapport à la consommation. Et le voyage en fait bien entendu aussi partie. Donc, travel as we know it is over.
C'est vrai que c'est une phrase qu'on a beaucoup entendue ces derniers mois. Effectivement, avec Julie, on se faisait la réflexion de se dire qu'on avait beaucoup entendu ça sur l'univers du retail et du commerce il y a quelques années. Bon, bah d'accord, le voyage, on arrive à bout de quelque chose. On a bien compris qu'il y avait un modèle qui était en train d'être repensé. Mais vers quoi est-ce qu'il tend? Vers quoi est-ce qu'on le repense? Et est-ce qu'on peut vraiment parler d'un nouveau normal autour du voyage? Ou est-ce qu'il ne faut pas plutôt rentrer dans des voyages au pluriel quand on regarde notre rapport à demain? Mais avant de penser à demain, on va quand même prendre le temps de s'arrêter un peu sur aujourd'hui, étant donné tout ce qui est en train de se passer. On a identifié 5 frictions principales que l'industrie du voyage est obligée de prendre en compte si elle veut s'adresser, rassurer, conforter le consommateur dans son rapport au voyage. La première, la plus évidente, la plus fonctionnelle, tout ce qui est de l'ordre effectivement des peurs, des freins finalement individuels mais aussi sociétaux qu'on se met à soi-même avant même de se lancer dans l'aventure du voyage. C'est des freins qui sont aujourd'hui augmentés, paralysés, accélérés par la crise du Covid, dans la question bien entendu de la sécurité, la question sanitaire et aussi cette approche un peu paradoxale qui donne le sentiment qu'il faut choisir entre la sécurité et la fluidité, la sécurité et la spontanéité, et que si l'on souhaite voyager en toute sécurité, ça veut dire qu'il faut se priver de certaines sources de plaisir qu'on avait dans notre rapport au voyage. Et aussi parce qu'un des points quand même principaux de ce qui est en train de se passer, c'est que certes, nous sommes dans l'immobilité, mais le monde, lui, n'arrête clairement pas de tourner, et bien au contraire, il évolue même plus rapidement que nos sociétés qui sont pourtant dans une accélération permanente. Héraclite, à l'époque, donc il y a très très longtemps, disait qu'on ne se baigne jamais 2 fois dans le même lac. Et ben, on a quand même l'impression qu'on ne voyage jamais 2 fois au même endroit parce que les endroits évoluent, parce que nous évoluons aussi, et surtout que l'impact aujourd'hui du voyage humain sur la source même, l'essence même du voyage, c'est-à-dire les endroits à visiter, est absolument non négligeable, que ce soit en termes de pollution, de dégradation, de tous ces fameux Éden, de tous ces paradis qui sont en train de disparaître. Et pourtant, l'humain cherche toujours à conquérir de nouveaux Éden. Est-ce que c'est notre péché originel qui nous attire autour de ça? On ne sait pas, mais on cherche à aller toujours un peu plus loin sur ces nouveaux espaces vierges, sur ces nouveaux espaces de plaisir à conquérir dans notre rapport au voyage. Résultante, on se retrouve effectivement avec des écosystèmes qui semblent désynchronisés, qui semblent déséquilibrés, qui entraînent du coup la création de nouvelles règles, de nouvelles restrictions, de fermeture aussi d'accès à certains endroits, qui encore une fois viennent en friction avec le rapport plaisir, le rapport spontanéité et le rapport liberté du voyage. Parce qu'au-delà de son rapport à la nature, il y a avant tout son rapport à sa propre conscience. C'est-à-dire que quand on prend effectivement le point précédent, nul aujourd'hui ne peut nier justement la conscientisation du voyage. Cette conscientisation, elle est à la fois individuelle, elle est collective, elle est sociétale. On l'a vu évidemment avec tout le phénomène du flight shaming et les conséquences que ça a pu avoir sur l'industrie, mais aussi sur les comportements consommateurs, notamment au sein des nouvelles générations. La démocratisation finalement de cette habitude du fast travel, du low cost, qui est devenu tellement accessible que presque la nouvelle norme et qui vient forcément rechallenger le rapport qualitatif au voyage. Encore plus quand on se rend compte qu'on peut absolument tout faire de chez soi. Si le confinement a bien prouvé quelque chose, c'est qu'à partir du moment où on a le privilège d'avoir un accès Internet, on peut aussi bien voyager, se marier, dater, dîner, travailler de chez soi. Le point principal étant finalement quand on arrive à lever les freins de la pré-peur du voyage, les freins de son rapport presque conscientisé, culpabilisé au voyage et qu'on tente à se décomplexer, on a un peu l'impression que finalement on suit le même chemin que tant de voyageurs avant nous et que tant de voyageurs après nous. Cette question de l'uniformisation du voyage, elle ne touche bien sûr pas que cette industrie, elle est vraiment dans cette idée d'une Instagramisation du monde. On part quand même du principe qu'à partir du moment où on se nourrit tous des mêmes inspirations, on finit presque un peu par algorithmiser notre rapport au voyage quasi de manière inconsciente. Et c'est un peu l'effet
Waze, hein, moi j'appelle ça le Waze effect, qui est de se dire que paradoxalement, plus on veut échapper à l'uniformisation du voyage, plus on tombe dedans, plus on veut échapper aux bouchons de voiture, plus on finit par en recréer à côté, qui pose forcément la question de demain, quelle sera la véritable singularité du voyage, la singularité de l'expérience, la singularité aussi de l'isolation, hein, une isolation qui est aujourd'hui subie. Demain, est-ce que ce sera le nouveau luxe du voyage? En tout cas, il y a un rapport, encore une fois, à la liberté, hein, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que parfois, singularité vient forcément avec cette notion d'enfreindre, encore une fois, un peu les règles et les questions de respect de la nature si on veut se retrouver en dehors des sentiers battus, d'un point de vue aussi littéral que métaphorique. Parce que finalement, le voyage, et on s'en est bien rendu compte ces derniers mois, c'est clairement pas un acquis. C'est clairement pas justement un droit irréfutable de tout individu. Au contraire, on se rend bien compte que le voyage est un privilège, que le voyage est quelque chose qu'on peut nous enlever comme on peut nous redonner, qu'on a quand même une certaine impuissance parfois face à notre capacité ou incapacité de voyager. C'est ce que témoigne avant tout la fermeture des frontières, la régulation et réglementation des confinements. Et puis au-delà de ça, il y a une véritable question identitaire qui émerge de plus en plus derrière la consommation en général, et donc forcément dans sa manière de consommer le voyage, que ce soit, comme on l'a vu plus haut, dans son rapport à la nature, dans son rapport aux endroits qu'on visite, le rapport aussi bien entendu à l'autre, à la culture et à ses propres valeurs. Le voyage est donc aussi une question de conviction et une question d'opinion personnelle. Et pourtant, malgré tous ces freins, malgré toutes ces restrictions, malgré toutes ces choses qui nous donneraient plutôt envie d'être dans un état d'esprit abandonniste, on a l'impression qu'au contraire, l'effet de contre-psychologie fonctionne. On a plus que jamais envie de s'échapper, plus que jamais envie de voyager. Et c'est ce que démontrent effectivement toutes les datas du moment, que ce soit sur les recherches inspirationnelles, aspirationnelles ou plus pragmatiques autour du voyage online, ou toute autre étude qui, dès qu'on questionne encore plus les consommateurs en sortie de confinement, c'est-à-dire en sortie de privation de liberté physique, une des premières réponses dans ce qui manque dans les expériences de la vraie vie, en tout cas de l'ancien normal, le voyage, notamment plaisir et la spontanéité, viennent dans le top 3 des réponses apportées. Tout ça pour nous, qu'est-ce que ça veut dire sur le rapport des consommateurs au voyage? Déjà, on peut se dire que comme pour le reste de la consommation, un consommateur, c'est avant tout un individu, c'est avant tout un citoyen, et que donc nécessairement, son rapport au voyage est lié à son identité singulière et à son positionnement à la fois dans le groupe, dans le collectif et dans la société. Pour nous, si on devait traduire un peu l'ambiance du moment sur les valeurs clés, un peu au cœur de cette crise et dans l'espérance de la sortie de cette crise, on aimerait parler des 10 S. Les 10 S à venir équilibrer, les 10 S avec lesquels il faut désormais composer, de la sécurité à la singularité, d'un état d'esprit solutionnisme à la question de la sensibilité, du sens à la spontanéité, toutes les raisons bien sûr de sustainability versus la simplicité. Ce qui est intéressant en période de crise, la crise du Covid étant évidemment une crise sanitaire, mais avant tout une crise essentiellement humaine, hein, on ne peut clairement pas le nier, ne serait-ce que parce que c'est la conséquence de la gestion humaine sur ses ressources, mais aussi parce que la manière dont on gère cette crise est terriblement humaine, positivement et négativement parlant. On observe quand même ce réflexe qui est très humain de retour aux éléments de fonction, de retour aux fameux fondamentaux de la pyramide de Maslow en temps de crise. C'est-à-dire qu'on avait l'impression, et le voyage en premier lieu, qu'on était extrêmement concentré sur ce fameux top de la pyramide de Maslow, hein, tout cet idéal d'épanouissement, de sérénité, de singularité, de bonheur et d'accès au bonheur grâce au voyage. Là, clairement, avant de repenser à tout ça, il va falloir réassurer et réancrer les fondamentaux, hein, les besoins physiologiques et les besoins avant tout de sécurité, si on veut être capable derrière de se réadapter et de reconnecter petit à petit avec un rapport très émotionnel et voire très expressionniste, extraverti au voyage. Pour ça, on a identifié 5 mégatrends qu'on avait envie de partager avec vous aujourd'hui.
Quand on reprend nos fameux 10S et qu'on commence un peu à les twister, à les hybrider pour le redescendre sur notre rapport au voyage et à l'industrie du voyage, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne encore une fois des quêtes qui sont très humaines, hein. On ne peut pas parler demain de nouveau normal comme si on allait avoir soudainement une révolution dans la manière dont on consomme. Au contraire, il y a des choses sur lesquelles on revient sur des fondamentaux. Il y en a d'autres où on va accélérer des choses qui étaient déjà en train de se mettre en place. Il y a peut-être des nouveautés qui vont se créer, mais tout ne sera pas disruption, tout ne sera pas révolution. Donc nous, on avait envie de revenir à ces fameux fondamentaux. Le voyage, dans son rapport à la consommation, c'est quoi? C'est une quête de liberté, c'est une quête de sens, c'est une quête en tout cas de cohérence aussi avec son identité. C'est parfois une quête d'humilité, une quête de soi et surtout une quête de souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire, la nomadic obsession? La nomadic obsession, ça traduit bien ce paradoxe humain qui est plus on cherchera à nous entraver, notamment physiquement, et plus on trouvera de manière de s'échapper, de se libérer, même si ce n'est que par la pensée, et encore. Donc ça, c'est bien sûr tout ce qui tourne autour de ces fameux voyages à la maison, hein, comment les nouvelles technologies sont venues réinventer l'expérience d'évasion en partant de chez soi. Et donc, bien entendu, la question derrière de la sensorialité et comment on augmente cette sensorialité pour créer cette expérience rare. Et puis un rapport paradoxal aussi à si je ne le fais pas de chez moi, dans ces cas-là, quel est mon rapport au temps? Des voyages qui seront plus sur du temps long jusqu'à un voyage qui sera hors ressources naturelles, avec le développement notamment des voyages dans l'espace, qui ne sont pas à minimiser quand on voit notamment que 76% des Français sont prêts à envisager cette solution. En tout cas, la fantasme. L'impact positif, je pense que vous êtes les premiers effectivement à traiter de ces sujets-là autour du tourisme durable, qui est effectivement cette conscientisation du voyage. La question aussi de la rationalisation du voyage versus l'élément plaisir, qui est de se dire demain, on ne peut pas penser que la consommation sera 100% esthète et il n'y aura pas une déconsommation massive du voyage. Donc, soit on arrivera sur du voyage autrement, soit on sera sur une question de compensation. Je m'accorde ce voyage plaisir et je compense d'une autre manière pour me rattraper finalement dans mon équilibre face à la planète. Le retour du local, pareil, c'est pas une grande surprise, qu'elle soit d'un point de vue pragmatique sur le fait qu'on ne puisse pas sortir du territoire, mais aussi sur un rapport à la question de la simplicité, ce besoin de redécouvrir les choses autour de soi avant de se reperdre dans l'exceptionnel du très très loin, qui amène nécessairement la question de l'introspection, du rapport à soi, de se recentrer sur ces fameux essentiels. Quand on nous bassine depuis des mois sur la question du commerce essentiel, ça amène forcément à réfléchir dans ces cas-là, les essentiels pour moi, c'est quoi? Les essentiels du voyage, c'est quoi? Et les essentiels de ma mémorabilité, qu'est-ce que ce sera demain? On ne peut pas nier le besoin de se faire des souvenirs et des souvenirs positifs. Pourquoi? Notamment en pleine gestion de crise, on ne peut pas passer à autre chose si tout ce que nous avons par rapport à cette crise n'est que du négatif. Et c'est là qu'on voit la beauté aussi de l'être humain qui arrive à trouver du positif pour être capable de passer à autre chose. Un souvenir positif, ça construit une mémorabilité. Un souvenir négatif, généralement, ça devient plutôt un traumatisme. Et là, c'est encore une autre question. Et donc, quand on va un petit peu plus loin sur cette réflexion-là, OK, on a un contexte qui est vraiment merdique pour le voyage, mais on sent que de ces contraintes très, très fortes sont en train de naître des opportunités, voire des réinventions de la notion de plaisir derrière. Donc, on arrive à des nouvelles tendances de fond qui sont plus ou moins nouvelles, plus ou moins en accélération. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes de posture consommateur et donc d'attente du point de vue justement de l'industrie du voyage? On avait envie de partager avec vous 4 postures principales de consommateurs de voyage de demain. Du plus fast au plus slow, du plus, on va dire, dans la compensation de cette absence de voyage du moment, au plus introspectif, au plus challengeant aussi pour l'industrie du voyage. Comment est-ce qu'on va réinventer justement le voyageur hédoniste demain et comment est-ce qu'on parle d'un voyage plus exemplaire, plus vertueux, par exemple? Si on prend l'exemple de notre voyageur hédoniste,
Clairement, ce ne sera pas le premier à renouer avec le voyage demain parce que justement, on est dans une période aujourd'hui de super friction qui amène plutôt à repenser un voyage infonctionnel, un peu plus rationnel, voire émotionnel, quand le voyageur hédoniste est vraiment dans cette idée de revenir très rapidement à ce fameux new normal, que ce soit d'ailleurs dans un rapport au voyage court, au voyage long et notamment dans la grande question de demain du business travel et du corporate travel. Ce qui est intéressant, c'est que pour chaque portrait consommateur, on ne peut pas parler d'un même consommateur quand on est sur effectivement une génération différente, si on voyage en solo ou si on voyage en groupe. Mais pour nous, on ne veut pas segmenter nos 4 profils en fonction d'une clé d'entrée générationnelle, parce que déjà, ce serait faux, sachant qu'on parle quand même de plus en plus d'état d'esprit, d'attitude, de posture. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est pour chaque typologie de consommateur, se dire quelle attitude, quelle sous-typologie ce sera en fonction de si je voyage seul, si je voyage en groupe, si je voyage alors que j'ai peu d'argent, si je voyage alors que j'ai beaucoup d'argent, etc., etc. Et pour aller un cran plus loin, quand on parle de consumer journey, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un consommateur, un voyageur, il n'y a pas que le moment où il est en train de vivre de manière présente son voyage qui nous intéresse. Il y a tout ce qu'il y a avant, quand on commence à planifier, quand on commence à s'inspirer, quand on commence à réfléchir, quand on se décide aussi à voyager. Il y a le pendant, comment on voyage, où est-ce qu'on dort, qu'est-ce qu'on fait. Et puis, non moins important, il y a l'après. Qu'est-ce que je ramène avec moi? Comment est-ce que j'évalue positivement ou négativement un voyage que je viens de faire? Quel est mon rapport aux souvenirs, le matériel, l'immatériel? Autant de choses à prendre en compte quand on fait partie d'une industrie aussi riche. Pour vous passer rapidement les différentes typologies de consommateurs, l'intérêt pour nous étant plutôt d'avoir ce fameux temps pour vous faire réagir sur ces premières grandes idées. On a effectivement repensé l'hédoniste. Là, on sera plutôt sur un consommateur insatiable, celui qui a besoin de rattraper du temps perdu, mais non pas dans un rapport au temps d'hédonisme, qui serait de se dire finalement un peu le côté Eros Thanatos. On m'a entravé, j'ai eu peur de perdre les gens que j'aime, j'ai eu peur de moi-même être malade, il faut que je compense avec du surplaisir, du surkiff, qui serait plutôt la première posture que nous avons travaillée. L'insatiable, c'est plutôt j'ai perdu du temps parce que je n'ai pas vu beaucoup de choses, que le monde évolue aussi vite et qu'il faut que je rattrape un peu cette absence de découverte que je n'ai pas pu satisfaire pendant ces derniers mois. Donc, on va être sur un consommateur qui va vraiment voyager dans cet imaginaire d'exploration, cette soif de découverte, ce côté très insatiable, avec un rapport presque très optimal et optimisé au voyage, qui en même temps se fait avec beaucoup de respect. C'est ça qui est paradoxal. Il y a ce besoin de vivre une expérience très immersive et en même temps l'authentique optimisé, qui est assez intéressant en termes de friction pour ce comportement consommateur. Le virtuous travel, donc qui va être plutôt sur notre exemplaire, c'est clairement celui qui, quand il ne peut pas voyager, ne voyage pas et va vraiment avoir besoin de légitimer, de justifier son voyage, de trouver soit un prétexte, soit de trouver un véritable sens, un véritable guide, que ce soit seul ou en groupe. C'est pour nous le potentiel le plus fort en termes aussi de développement business, parce que c'est un des voyageurs qui est aujourd'hui le moins adressé. C'est souvent des adresses assez niches et qui tendent de plus en plus à se démocratiser, notamment sur la manière dont on va choisir sa destination, la manière dont on va gérer effectivement ses activités, l'endroit où on dort, la manière de se déplacer et aussi le rapport aux souvenirs. Et la dernière typologie de voyageurs de demain qu'on avait envie de partager, c'était bien sûr le plus introspectif, celui qui est le plus dans l'identitaire. Celui d'avant, je dirais que c'est un identitaire de l'ordre de la conviction, de l'ordre de la valeur, de l'ordre parfois d'un faux altruisme. En tout cas, il y a un rapport à la conscience et au besoin de se donner une bonne conscience. Quand le symbiotic travel, avec le consommateur plus modeste, mood dans le sens très émotionnel et modeste dans ce côté très humble dans son rapport au voyage, on va le voir, il y a une notion vraiment presque plus d'inclusivité et comment est-ce qu'on peut redescendre la notion d'inclusivité au voyage, qu'importe d'ailleurs sa génération, qu'importe si on voyage seul ou en groupe.
Et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir à ramener de tout ça? Comment est-ce qu'on va transmettre aussi ce nouveau rapport au voyage à creuser? Pour finir, et pour vous faire surtout réagir, on avait envie de mettre un peu en rapport cette typologie de consommateurs avec une timeline de la gestion de crise. Clairement, en ce moment, on est dans cette fameuse fonction sécuritaire où on ne voyage pas, bien tristement, ne serait-ce que parce que légalement, ce n'est pas possible. Pour nous, la réassurance va d'abord passer par un retour un peu plus raisonné / petit à petit plus émotionnel au voyage. Donc un voyage qui va se faire d'abord plus virtueux, plus conscientisé et un voyage aussi plus introspectif, plus sur la question de l'essentiel avec notre modeste, qui va se poser la question de avec qui je pars, pourquoi je pars et comment je m'assure de partir pour me faire du bien, pour me recentrer sur l'essentiel. Et puis petit à petit, alors que la crise semblera de plus en plus loin, en tout cas c'est tout ce qu'on nous souhaite, on reviendra avec un rapport plus traditionnel et donc plus émotionnel et expression au voyage avec l'hédoniste et enfin l'insatiable qui est quand même aujourd'hui le plus frustré de nos voyageurs. Merci à vous pour ce temps d'écoute et surtout merci à vous pour les échanges que nous allons avoir par la suite. N'hésitez pas si vous avez d'ores et déjà des questions, des réactions. Nous sommes tout oui. Absolument. Merci beaucoup, Lucille. Et j'insiste vraiment sur le fait que profitons-en pour échanger. C'est intéressant de voir par rapport à tout ce que Lucille vient de vous raconter, peut-être quels sont les points qui vous parlent le plus. Quelles sont vos priorités et vos principales questions en ce moment, parce qu'il va y avoir aussi évidemment beaucoup de chantiers à mettre en place et c'est toujours intéressant de pouvoir partager. Donc on est là, on est à disposition, on a encore une vingtaine de minutes. Donc, je vous invite à écrire vos questions dans le petit encadré conversé, et comme ça, on échangera. Et Sachant qu'on a Eric, oui. délibérément choisi de vous montrer des extraits assez larges, assez transversaux, parce que effectivement, comme vous êtes un public très large avec sûrement des expertises et des problématiques très différentes, on voulait être capable de vous montrer un peu l'étendue de tout ça pour ouvrir des petites réflexions, des petits chemins et choisir celui qui est le plus pertinent aussi pour vous. Alors, s'il n'y a pas de questions directes, Eric, je profite de votre présence pour vous en poser une. Étant donné tous les sujets que vous traitez grâce à justement ce hub un peu du voyage qui respire, est-ce qu'il y a des choses pour vous qui font écho et quelles sont vos grandes priorités, vos grands challenges du moment à adresser? Oui, tout à l'heure, quand vous avez parlé dans les… Alors, je ne sais pas si ce sont des personas ou pas tout à fait, en fait, plutôt des tendances, en fait, en parlant de Virtuos Travel. En fait, justement, on a un groupe de travail qui a réfléchi un peu sur la notion de tourisme vertueux, bon, qui n'est pas simple à définir, mais je dirais que ça parle fortement à notre communauté, sans doute plus que la partie voyageur hédoniste, mais ça n'empêche, en fait. Après, alors je regarde un peu les questions. Ouais, il y a des réactions, effectivement. Pardon, du coup, Eric, Oui. merci. Merci. Donc, alors, un des chantiers, on nous dit, le plus important est certainement celui du soutien aux acteurs du tourisme, c'est certain, afin que ceux-ci soient toujours présents et permettent l'activité touristique. On est bien d'accord. Alors, une autre question. Alors, sur la timeline dont tu parlais, Lucille, Ouais. on nous demande si est-ce que tu entends un retour dans un avenir proche, insatiable, la partie insatiable, voilà, ou une évolution. Alors, je dirais que justement, l'insatiable, c'est peut-être celui qui est le moins prégnant sur un avenir proche, parce que justement, étant donné déjà tous les freins très fonctionnels au voyage aujourd'hui et à l'avenir qui est particulièrement incertain, l'insatiable, il a besoin de se projeter. L'insatiable, c'est celui qui va effectivement planifier chacune de ses excursions, qui va planifier un peu, vous savez, cette carte du monde avec les endroits faits et les endroits à faire.
clairement être dans un moment où on ne peut pas se projeter, qui est celui dans lequel on est en train de vivre en ce moment, où dès qu'on commence à se projeter, il y a de nouvelles frictions, des nouvelles contraintes qui arrivent, font que le consommateur insatiable n'est clairement pas à son aise et va attendre d'avoir le champ libre et cette liberté de voyage autour d'un nouveau normal, et je mets des énormes guillemets, pour être capable de renouer avec cette approche du voyage. Pour nous, on va plutôt d'abord aller sur un voyage plus conscientisé, d'où le rapport au local, d'où notamment ce qu'on a vu pendant cet été de soutien finalement aux localités, qui était de se dire le voyage peut aussi servir à la société. Comment est-ce que j'y contribue sans mettre en pause mon plaisir, hein, parce que le voyage restera toujours une question de plaisir. Et du coup, on croit plus à un voyage modeste qu'à un voyage insatiable ou pur hédonisme dans un avenir proche. Non, parce qu'effectivement, je rebondis sur ce que tu dis, ce côté très insatiable et très expressif du voyage ne pourra retourner pourra vraiment vivre à 100% et pleinement quand il y aura un climat quand même plus serein, plus tranquille, plus nouvelle normalité, c'est ce qui paraît quand même assez logique. Après, il y a une question connexe qui est autour de notre vision justement hors tourisme. Nous ne sommes pas des acteurs du tourisme, mais c'est vrai qu'on a une vision globale des industries créatives sur justement l'avenir proche. Sera-t-il vraiment bousculé ou pas longtemps dans un futur proche? Comment tu vois les choses, Lucille? Alors nous, effectivement, on avait réfléchi à cette timeline qu'on a été obligé aussi de nous-mêmes s'auto-challenger ces derniers mois par rapport à la question. On a tous cru qu'à la sortie du premier confinement, ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'à la sortie du premier confinement, on a eu un phénomène de dépressurisation où finalement on a eu presque deux chemins qui se sont créés. Le côté un peu virtuous, modeste, où les gens sont restés très dans la simplicité et l'humilité, et puis l'inverse du super hédoniste qui était du coup, il faut que je compense, il faut que je rattrape, il faut que je me convainque, que je m'auto-convainque que je suis dans un nouveau normal en reprenant toutes mes habitudes comme si c'était rien passé. Bon, le fait étant que quelques mois après, on revient dans une situation compliquée, ce qui veut dire qu'en termes de timeline, pour nous, 2019-2020, si je prends un peu plus d'overview, ce sera clairement des années dites de résistance. C'est des années un peu de souffrance, des années où on a subi beaucoup de choses. Si on fait le point, que ce soit d'un point de vue environnemental, économique, politique, sur tout ce qui s'est passé fin d'année 2019 et année 2020, il y a vraiment cette notion de résistance. En ce moment, et je dirais sur l'année 2021, donc quand même encore l'année prochaine, on va être sur cette idée plutôt de résilience, qui est de réussir à s'adapter, de réussir à survivre. Il y a quand même cette notion aussi industrielle qu'humaine, qui est celle de la survie. Et pour moi, la renaissance qui commencera à définir des nouveaux normales, la faute d'orthographe est voulue, mais parce qu'on ne peut pas parler d'un nouveau normal, et il n'y a pas ce côté ancien, nouveau, ce serait faux, des nouveaux normales, sera plutôt à l'horizon 2022. Et oui, et je rebondis en disant, je pense qu'en fait, ça pose là aussi, dans le nouveau normal et dans les changements profonds, où nous n'avons pas évidemment la réponse aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est que ça vient poser des questions très profondes sur quel serait, et on le voit très bien sur les autres industries, quel est le rôle demain d'un shopping mall, d'un centre commercial, quel est le rôle demain d'un hôtel, quel est le rôle demain d'une agence de voyage. Et je pense que ça vient, quel est le rôle tout simplement de voyager, enfin de la notion du voyage. Ça vient vraiment bouleverser le sens profond en fait de tous ces acteurs et de cette notion de voyage. Et je pense que c'est intéressant de réfléchir, qu'on voit que il y a peut-être une place à prendre, j'imagine. Une agence de voyage demain sera peut-être aussi une agence de d'autres typologies de services. C'est ce qu'on peut imaginer parce que de plus en plus proche aussi du consommateur local, de sa façon de vivre, de ses attentes. Et je pense qu'il va y avoir de plus en plus des services connexes et une dimension plus globale que juste une expertise. Je dis ça parce qu'on a pas mal regardé aussi ce qu'ont fait les hôtels, ce que font les hôtels en ce moment, forcément pour survivre. On voit bien qu'il y en a qui se transforment en coworking si ce n'était pas déjà le cas avant. C'est peut-être c'est pas révolutionnaire, mais c'est sûr que de plus en plus, on va aller se calquer sur aussi le quotidien
le style de vie du consommateur potentiel voyageur. Voilà, c'est ce que j'ai envie de rajouter. Qui fait d'ailleurs écho au côté hors tourisme. On observe quand même que les marques cherchent à se libérer aujourd'hui d'un rapport trop codépendant à leurs produits. C'est-à-dire que les marques ne veulent plus se définir uniquement par le produit qu'elles sont capables de vendre, et elles veulent vraiment se définir par la place qu'elles peuvent avoir dans l'écosystème des consommateurs, que ce soit l'écosystème intime, l'écosystème individuel, c'est-à-dire du life and style, et l'écosystème aussi urbain, l'écosystème sociétal. Et clairement, le voyage et l'industrie du tourisme, qui font d'ores et déjà partie de cet écosystème, vont devoir effectivement s'ancrer un peu plus loin sur cet écosystème en dehors de la clé d'entrée touristique, qui d'ailleurs aujourd'hui, pour faire un parallèle avec ce que disait Julie, dans les problématiques qu'on travaille, on a de plus en plus de questionnements sur le rapport à l'urbain en dehors du tourisme. Et comment repenser les centres-villes, comment repenser aussi effectivement tous cet écosystème qui ont été construits pour le tourisme au prisme d'un avenir où il faudra rééquilibrer la localité et le tourisme. Et la relocalisation de l'industrie du voyage, elle est aussi intéressante. Du coup, il y a une super question qui fait écho à ce que tu dis, Lucille. Quels sont pour nous donc les nouveaux métiers du tourisme? Alors, il est vrai que nous, là, on le voit beaucoup. Par exemple, dans le retail, je travaille avec pas mal de marques de mode. Forcément, il y a un vrai sujet sur demain les métiers des forces de vente qui sont vraiment en train d'évoluer parce que, pour plusieurs raisons, déjà des usages digitaux qu'ils n'avaient pas dans leur façon de travailler. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur alterner des comportements off et online, donc que ce soit d'un point de vue consommateur ou évidemment d'un point de vue des professionnels. Et je pense que évidemment, c'est aussi quelque chose qui peut se transposer dans tous les métiers du tourisme. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus jongler avec des usages digitaux, des outils digitaux et passer d'une interaction virtuelle à une interaction physique. Et c'est tout à fait normal. Et ça deviendra en tout cas dans notre nouveau normal. On sait très bien que ce sera difficile de revenir en arrière. Donc je pense qu'il y a tout un volet à prendre sur les usages dans les métiers. Et après, il va y avoir une hybridation. Moi, je parle vraiment de manière globale. Hein. Je ne rentre pas dans le détail des métiers du tourisme, mais il y a une hybridation des compétences. Et ça, on le voit dans beaucoup d'entreprises et dans ce qui est en train de se passer. Je prends l'exemple de la mode. Un créateur de collection, un styliste, aujourd'hui, doit aussi faire du marketing. Ou en tout cas, il doit avoir des compétences marketing pour pouvoir travailler sur des collections qui seront de plus en plus éditorialisées. Si on transpose ça au métier du tourisme, on peut imaginer que ce n'est pas juste être un créateur de voyages, ça va peut-être aller plus loin. Aujourd'hui, il y a une éditorialisation des voyages, il se passe plein de choses, mais je n'ai pas toute la réponse, mais je pense que c'est vraiment avoir plusieurs cordes à son arc et pouvoir jongler sur différents terrains et non pas seulement une simple expertise. Je ne sais pas ce que tu en penses, Lucille, tu peux aussi avoir d'autres choses à rajouter. Je vois juste qu'Alexandre Flo parle de la saturation digitale avec ce côté obésité digitale, un peu comme il y a cette obésité de l'information et de la mésinformation qui est très vraie. Ce qui est intéressant sur cet équilibre à trouver, c'est que quand on reprend le parallèle avec le retail, quand on a commencé à dire que le retail était mort, parce qu'il y avait effectivement toutes ces marques qui venaient du digital et qui se coupaient presque d'une réalité physique du commerce, il y a eu un mouvement de se dire, mais en fait, demain, tout sera 100% digital, il faut absolument abandonner le physique, tout repenser au prisme du virtuel, etc. Clairement, ça n'est pas arrivé. Et au contraire, on a vu que toutes ces marques digitales, au contraire, cherchaient à venir sur l'expérience physique. Donc, tout est encore une fois, et c'est là le plus beau paradoxe de l'humain, sur l'équilibre, sur l'harmonie conflictuelle, sur des choses qui ne sont pas censées vivre ensemble et qui vont forcément vivre ensemble demain, avec une question de dosage. C'est ce qu'on avait essayé de travailler sur les consommateurs, que je n'ai pas développé parce qu'un peu long, mais certains seront très digitaux, d'autres ne le seront pas du tout, certains l'utiliseront à certains moments de leur consommation du voyage. Est-ce que c'est seulement avant et puis après on l'oublie complètement? Est-ce que d'autres en seront codépendants? Et en fait, le point derrière, c'est de se dire que
en termes d'industrie, si on ne sait pas précisément à qui et comment on a envie d'aller parler, on ne pourra pas non plus bien doser et bien gérer la question du digital qui ne sera jamais la même pour tout individu. Alors, il y a deux choses intéressantes. Donc, on reviendra après sur le tourisme vertueux. Il y avait un commentaire intéressant sur la surconsommation, mais je rebondis sur ce qu'un des participants dit sur, évidemment, lorsque l'atmosphère et la situation vont redevenir plus normales, est-ce qu'on ne va pas assister à une surconsommation de prestations touristiques pour annuler les frustrations? C'est ce qu'on a pu constater cet été. Le monde d'après risque d'être pire que celui d'avant, sauf si les nouveaux comportements sont encouragés, voire imposés par les acteurs pros et surtout les politiques. Je crois que quand même, là, ce qu'on peut voir, je pense que ça va être quand même progressif. Et je crois que le gouvernement, en tout cas, est en train de bien faire passer le message qu'on va retourner à des façons de vivre plus normales, de manière très progressive. Je suppose que c'est comme ça qu'on va encourager et accompagner les consommateurs. C'est évident que quand on a été dans une situation de privation, je crois que tout le monde rêve quand même d'un beau voyage quand tout ça sera fini. Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais je pense qu'effectivement, de par des mesures et des mises en place de régulation, je pense que ça va être fait de manière progressive, du moins je l'espère. Donc, il y aura peut-être un conflit entre des envies très frénétiques d'évasion et la réalité, de ce qui va se passer, d'où effectivement notre timeline qui vient quand même dire qu'il va falloir, en tout cas en tant que professionnel du voyage et du secteur, accompagner et rassurer pour aller sur un voyage quand même un peu plus slow et signifiant en tout cas, et avant d'aller sur la frénésie de ce qu'on a pu connaître. Je dirais qu'en tout cas, si frénésie il y a, parce que je pense effectivement que frénésie il y aura, c'est comme toute privation, ne serait-ce que dans son rapport à ses besoins très physiologiques, que ce soit la nourriture ou le voyage. Si on se prive, on va forcément se jeter ensuite sur le banquet avant d'être malade et de recommencer à rationaliser un peu la manière dont on mange. Donc, il est possible qu'à trop grande frustration s'enchaîne ensuite cette frénésie effectivement de consommation avant de revenir à quelque chose de plus rationnel. Donc, malgré tout, je pense que dans la manière dont on va suivre aussi les choses, il ne faudra surtout pas s'arrêter sur le juste après, mais bien voir notre capacité de gestion justement un peu plus long terme. Et on va clairement voir sur certains consommateurs des pics d'indigestion avant d'être capable de reconsommer de manière normale. Alors, je veux juste rebondir sur une autre observation sur quand on voit toutes ces nouvelles tendances sur l'organisation actuelle du tourisme voyage, par exemple les croisières, all inclusive, le sur-mesure, quels sont les secteurs en danger et ceux qui vont se développer. Je pense que ceux qui souffrent quand même le moins sont ceux qui sont moins dans une dynamique de volume et de masse versus de la valeur et de l'exclusivité. C'est-à-dire que quand on a des chaînes d'hôtels avec un taux de remplissage où on a 300 chambres, c'est sûr que c'est quand même là, je pense que la souffrance est immense. Quand on reste sur une industrie plus autour du premium et du luxe dans le voyage, je pense qu'il y a quand même des choses qui seront, il y aura une souffrance qui sera moins importante. Donc je pense que ce qui va vraiment souffrir et tout ce qui est autour du tourisme de masse, je pense. Ça, c'est mon instinct. Mais voilà, parce qu'on voit bien que le luxe n'est pas épargné cette fois-ci non plus, on le sait bien. Mais souffre quand même un peu moins que les acteurs plus mass market, si je peux dire. Et oui, ça va engendrer des transformations sur l'offre. Je suis entièrement d'accord avec un commentaire où il y a le besoin de repenser l'offre en profondeur. Et effectivement, aller encourager, là aussi, et c'est le rôle des professionnels, de pouvoir encourager et de pouvoir accompagner au mieux les consommateurs vers une nouvelle forme de voyage ou des nouvelles formes de voyage. Et je rebondis sur un commentaire de tout à l'heure qui était autour du tourisme vertueux, mais oui, ok, c'est super, mais pourtant, la plupart des consos sont encore dans la surconsommation. Vous avez entièrement raison, et ça, on le voit aussi très bien dans la mode, où toutes les marques sont en train d'essayer d'avoir des offres de plus en plus éco-compatibles, sustainable, responsables. Mais quand on se rend compte et qu'on regarde bien, il y a plus des 3/4 des consommateurs qui s'en fichent, voilà, qui ne sont pas prêts. Mais c'est en tant que professionnel le rôle de pouvoir éduquer le consommateur, et on se rend compte aussi qu'avec la crise
et le Covid et tout ce qui se passe, il y a quand même une conscientisation, une prise de conscience de plus en plus importante et il faudra être prêt pour répondre aux nouveaux besoins. Voilà. Et n'est-ce pas aussi la fin des voyages en groupe plébiscités par les seniors? Je dirais pas que c'est la fin des voyages en groupe, mais en tout cas, il y a une évolution qui va se faire sur, effectivement le rapport à la foule et l'angoisse que ça va pouvoir recréer en termes de, traumatisme. Je pense que le rapport au groupe, alors, senior, pas senior, il va de toute façon y avoir quelque chose effectivement sur le rapport à l'autre et sur le besoin de se retrouver. On va y avoir le besoin de se retrouver seul parce qu'on a l'impression que, ou alors en très petits comités, c'est-à-dire qu'il y a quand même un peu un retour de l'entre-soi, hein. L'entre-soi sécurisé, l'entre-soi essentiel, l'entre-soi qui nous assure de nous sentir bien. Et puis, il y a ce besoin de groupe de foule qui serait un peu un travestissement d'un retour à la normale et qui peut en rassurer certains. Donc, encore une fois, ça dépend complètement de l'attitude consommateur et du moment dans lequel on va se trouver. Bon, on pourrait en débattre encore une heure, hein, Eric, hein, si on pouvait. Oui, tout à fait. Non, mais juste, c'était passionnant. Je tiens à signaler qu'on était une cinquantaine de participants du début à la fin, ce qui prouve bien que le public a été très intéressé par tout ce qui a été dit, aujourd'hui. Oui, mais après, si vous voulez continuer, alors si vous voulez continuer des échanges et que vous avez des besoins particuliers, bah, je fais l'annonce. Hein. Nous, Nelly Rodi, on est là, on accompagne des tas d'acteurs et on est passionné par ces problématiques. Il y a des tas de façons de pouvoir vous aider, vous accompagner. On travaille sur des offres, on travaille sur des produits, on travaille sur des stratégies globales, on travaille sur des workshops où on peut craquer des plans d'action pour vous aider un peu à défricher tout ça. Voilà, je fais ma commerciale, mais en tout cas, on est là aussi pour ça. Et alors, il y avait pas mal de demandes sur récupérer le PowerPoint. Nous ne pouvons pas envoyer la présentation, mais Eric vous le redira. Je crois qu'il y a le replay à disposition. Exactement. Voilà, c'est enregistré, donc voilà, donc il sera mis à disposition. Comme ça, vous pourrez faire des screenshots de ce qui a été présenté, mais évidemment pas les suites. Voilà, et je crois, voilà, vous avez nos emails ici. Enfin voilà, après Eric, peut-être vous pouvez faire le relais, mais en tout cas, Eric, est-ce que vous avez le mot de la fin? Le mot de la fin? Je ne sais pas, il va falloir l'avoir. Il est 16h, donc en tout cas, je pense que c'était passionnant. Alors, personnellement, j'avais déjà assisté à une partie de cette présentation. J'avais trouvé que c'était déjà passionnant, mais là, en plus, on a pu dialoguer avec vous. Donc, oui. Vraiment intéressant, d'autant plus que vous n'êtes pas issu complètement du monde du tourisme. Je pense que vous avez un regard extérieur qui est passionnant, en fait. Vous apportez quelque chose de nouveau. Donc, merci beaucoup. Merci Eric et merci pour tous vos commentaires. Ça fait du bien que pour une conférence où on est aussi nombreux, on ait aussi autant de retours. Parce qu'il n'y a rien de plus plaisant que de pouvoir échanger effectivement avec des gens qui vivent ce secteur au quotidien et qui sont les premiers à pouvoir en parler avec justesse. Voilà. Bah, on va se quitter, mais je vous assure, c'est avec grand regret, parce que malheureusement, personnellement, j'ai une autre conférence et j'imagine que vous aussi. Mais voilà, je vous mets nos emails là, si jamais vous voulez nous contacter dans le petit chat. Et puis bah, on pense bien, en tout cas, à vous, parce qu'on sait que c'est pas facile en ce moment. Enfin, c'est pas facile pour personne, mais spécialement pour votre secteur. Donc voilà, vous avez tout notre soutien. Voilà. Merci Julie. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et à la prochaine.